j'ai remarqué que apparaissait donc un traitement nouveau qui était d'ailleurs encensé par ce journal de la Gazette salutaire, puisque c'était un journal affilié aux philosophes, à la philosophie nouvelle. On disait, ah, magnifique, on a découvert enfin, depuis Hippocrate, Galien et compagnie, ce qui peut soigner, en tout cas, aider à soigner en partie, dans une certaine mesure, le cancer. D'abord, comme beaucoup de gens, aujourd'hui, à qui je parle un peu de ce que j'ai fait, on me dit « Ah, mais le cancer, ça existait déjà au XVIIIe siècle !» Ah ouais, non seulement ça existait déjà au XVIIIe siècle, mais on l'a reconnu, on l'a identifié depuis l'Antiquité. On sait très bien, et d'ailleurs, même les grands médecins de l'Antiquité, Hippocrate, etc., disaient que le cancer n'était pas curable, jamais. Qu'on pouvait, c'était une maladie mortelle. Il n'y avait pas vraiment de solution. Alors, j'ai regardé et j'ai donc trouvé, très facilement en réalité, l'histoire des débuts de cette trouvaille, cette découverte, due à un certain Anton Sturck, qui était, je crois quand même, quelque chose comme un génie. En tout cas, enfin, je n'abuse pas du mot, mais qui était quelqu'un d'ailleurs qui était d'origine très modeste, qui avait été élevé chez les orphelins, qui était devenu le favori, l'élève favori de Van Swieten, donc à Vienne, et à la recommandation de son patron, très jeune, il a donc fait des essais avec la ciguë. Il a inventé un certain type de traitement par la ciguë qui s'inscrivait dans une certaine... On n'y avait jamais vraiment pensé. Auparavant, on se servait de la belladone, qui est aussi une plante mortelle, nocive, qui est un poison. Qui est un poison. Et ça, la belladone, on s'en servait depuis plus longtemps, avec l'idée que le mal soigne le mal, d'une certaine façon. Et donc, voilà comment je suis entré dans cette espèce d'aventure intellectuelle, médicale, extraordinaire, qui a occupé toute la moitié du XVIIIe siècle, à peu près jusque naissent au moment où naît l'homéopathie, qui a récupéré en partie le traitement par la ciguë, mais pour des affections moindres. Mais malgré tout, en recommandant dans un certain type d'affection la ciguë. Voilà mon début. Alors que je ne m'étais jamais occupé, en réalité, totalement de médecine, ça m'intéressait, je ne dirais pas le contraire, mais je n'y connaissais pas grand-chose. Non, mais ça vous a propulsé dans des territoires extraordinaires, hein, parce que déjà, il faut comprendre la terminologie de l'époque. Oui. Il faut faire de la critique aussi, parce que quand il parle de ceci, est-ce que c'est bien de ça qu'il parle? Enfin, c'est une histoire des mentalités aussi, parce que hein, vous revenez sur on en parlera, sur la façon dont les patientes, en général, voient les traitements qu'on leur propose, etc. Enfin, je veux dire que ça vous met sur des tas c'est une histoire de réseau aussi. Hein, considérablement. Vous venez de faire allusion aux journaux, mais il y a tous les correspondants d'un peu partout. Et ce qui est peut-être singulier dans cette affaire, c'est que, si j'ai bien compris, autour donc de l'apparition de ce traitement par la ciguë du cancer du sein au XVIIIe siècle, il y a une sorte d'échange expérimental. Et on conforte... Non, on concerte plutôt les résultats des uns et des autres. On fait une sorte d'étude scientifique de ce traitement, d'une certaine manière. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il y avait eu des cas qui polarisaient cette rencontre, ces échanges. C'est notamment, le plus célèbre, c'est celui d'Anne d'Autriche. Mère de Louis XIV. Qui avait un cancer du sein. Et évidemment, toute la nation
s'est mobilisé pour trouver quelqu'un qui avait un remède quelconque, et assez curieusement, d'ailleurs, l'un de ceux qui était sur les rangs, il s'appelait Gendron, c'était un jésuite, c'était quelqu'un qui avait fait carrière chez les Hurons. Et il avait recueilli des Hurons un médicament qui apparemment soignait notamment ce type de maladie. Et il l'a ramené évidemment ici, ce qui lui a donné un certain crédit. Il a essayé, mais en vain. Et donc il en a d'ailleurs subi le contre-coup, parce qu'à partir de ce moment-là, il était discrédité, le pauvre Jean. Mais il y a donc eu des échanges, des expériences, et ça s'est surtout... ça s'est aussi développé en Angleterre, je n'en parle pas beaucoup, avec des gens qui sont d'admirables chercheurs, comme John Ray, qui a fait l'histoire des plantes, etc. Ce sont vraiment des personnes extraordinaires. Et alors surtout à propos de la belladone, parce que là on voit très, très précisément comment les échanges sur la belladone s'accélèrent et passent de l'un à l'autre. Et là, par exemple, il y a un professeur allemand, je ne sais plus très bien où il était, il s'appelle hollandais, Tibère Lambergen. Il écrit une sorte de journal du cancer pour une dame. Mais ça prend des pages. Il donne tous les états. Il donne donc de la belladone, comment elle la reçoit, etc. Et sa découverte, si on peut dire, affronte un collègue. Et comme dans les universités, il y a ces rivalités, ces haines académiques, le collègue nie et récuse tout ce qu'a dit Lambergen. Et alors, pour se venger, il s'adresse au journal de médecine, donc au grand journal de médecine de France, et il fait une traduction française, ce qui était rare, parce que c'est assez rare les échanges. Et là, la traduction française frappe le directeur du journal de médecine, d'ailleurs qui venait d'être créé à la fin des années 50, qui s'appelait Vandermonde, et il dit « Ah ben oui, il y a quelque chose... Et juste après, 1760, c'est mon Viennois, Sturck, qui lance donc ce petit livre qui s'intitule Libellus, petit livre où l'on montre que la ciguë peut être utilisée sans danger, y compris en usage interne, pour soigner la plus grave des maladies, le cancer. Alors Vandermonde, lui, s'enthousiasme tout de suite et dans le journal demande à des correspondants de France de lui envoyer les résultats d'expérience de toute la France. Et c'est une série des dizaines de réponses, de cas. Et ça, c'est, comme vous le dites, c'est la matière un peu dispersée, hein, qui forme l'objet du petit livre donc, ici, dont nous parlons, et aussi d'un plus gros qui est paru chez Hermann, qui s'intitule « Soigner le cancer au XVIIIe siècle », qui est un livre plus technique, évidemment, mais qui paraît d'ailleurs au même moment, comme par hasard, hein, je veux le dire. Mais on va voir au travers de tout ça quand même qu'il y a à la fois des choses délirantes et parfaitement effrayantes aussi à certains égards, mais qu'en même temps, au travers de ça, on se dit, avec le regard qu'on a sur ces questions-là aujourd'hui, que ça progresse hein, malgré tout, qu'on ne dise pas que des âneries. Souvent, dans la façon d'aborder les problèmes, là c'est autre chose, mais dans les observations, dans les constats, etc., je suis frappé quand même d'une grande pertinence, au fond, dans la pratique de ces médecins, qui ne sont pas très efficaces par ailleurs, mais enfin... Oui, c'est un peu le problème qui se posait aussi dans le cas présent, dans le cadre du cancer.
c'est qu'on ne peut pas, comme l'a noté l'un ou l'autre historien, tabler sur un progrès continu. Aujourd'hui, on demande d'une cure du cancer que, dans une certaine mesure, elle prolonge la vie, qu'elle allège les souffrances. Et de ce point de vue-là, je me suis beaucoup référé dans ce que j'ai écrit, et je le cite beaucoup, à un oncologue parisien qui est M. Jacques Roessé, avec qui j'ai travaillé, et qui a écrit 2 ouvrages sur l'histoire du cancer, qui sont, surtout au XVIIIe siècle, qui sont magnifiques, et qui garantit, lui aussi, un certain nombre de choses que je dis. Et donc, il dit, ben oui, le cancer, c'est plus difficile parce qu'on n'attend pas les résultats. Et aujourd'hui, on ne peut exiger des médecins de l'époque, ou des chirurgiens de l'époque, des résultats que nous n'arriverons pas à obtenir aujourd'hui. Donc, il y a là une difficulté. Mais, et je le dis tout de suite, je crois, dans mon introduction, ce qui m'a frappé, c'est à la fois pourquoi j'ai fait, c'est d'abord la douleur de ces anonymes souvent, parce que c'est souvent des anonymes. C'est Madame un tel, enfin on donne son nom, on donne le nom de son mari, on dit ce qu'elle fait. Il y en a une là qui, on dit, elle passe son temps à récolter des orchis dans le Midi, qui est une espèce de plante, et quand elle est un peu irritable, elle arrive même à récolter les orchis. Ça, c'est une chose, je trouvais qu'il fallait, comme le disait autrefois d'ailleurs Michel Foucault à propos des fous et des enfants, et donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux que l'auront jamais dans l'histoire, c'était une tâche, une sorte de devoir de mémoire, comme on dit aujourd'hui. Et donc j'ai pensé que c'était légitime. Et puis, il y avait, comme vous le dites, ces médecins qui s'appliquent avec un grand courage quand même, il n'y en a pas un qui finalement abandonne rapidement en disant ça ne sert à rien. Ils poursuivent la cure, ils essayent de tout. Quand le malade refuse, cancer du sein, l'extirpation, ils essayent autre chose. Quand le malade refuse la ciguë, parce que les dames ont peur, là, j'ai des religieuses là, de Pau qui ont peur, ils disent non, moi je ne vais pas mourir. Alors il leur dit, mais oui, mais écoutez, il n'y a qu'une solution, alors c'est quand même de pratiquer l'extirpation. Enfin, il arrange les choses. Il y en a un qui dit, les moyens d'extirpation ont évolué. Et c'est, en fait, ce à quoi il fait allusion quand il dit que ça a évolué. Les instruments chirurgicaux, c'est ceux que j'ai reproduits. J'ai demandé qu'on reproduise quand même en frontispice du livre, c'est-à-dire des choses qui sont, à première vue, horribles à voir. Car, autrefois, jusqu'au XVIIe siècle, on pratique avec le couteau. Et bien entendu, sans anesthésie.